Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Ries, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Alexandra Boache. Elle débute son parcours comme cuisinière. Les années passent et un souci de santé arrive. Elle puise dans les richesses de la nature d'Auvergne pour se guérir, puis se reconvertir en tant que lapidaire des gemmes de sa région. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast Le Club des Gemmes. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Je suis Alexandra, lapidaire spécialisée dans la vente et la taille de minéraux et de gemmes français, particulièrement d'Auvergne. D'accord. Alors on va commencer peut-être par parler un petit peu de ton parcours qui t'a mené jusqu'à cette activité actuelle de lapidaire. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu peut-être ta formation initiale ou tes études après bac que tu as fait, si tu en as fait, est-ce qu'elles étaient un petit peu dans cette direction-là ou pas du tout ? Pas du tout. J'étais cuisinière pendant 10 ans. Donc milieu de la restauration assez difficile, on va dire. Oui. Je pense que comme le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est important d'être passionné en tant que cuisinier parce qu'on mange vraiment, on mange beaucoup d'heures et c'est pas de tout repos. Et oui. Personnellement, je me suis un peu épuisée dans cette branche. J'ai développé un problème de santé, un problème neurologique qui m'a empêchée de marcher pendant près de 2 ans. Ah oui, donc tu as été complètement arrêtée finalement ? Voilà, c'est ça. Et c'était très douloureux. Et mon moyen de m'échapper de tout ça, ça a été de prendre mes béquilles et de partir au quotidien dans les montagnes, essayer de trouver quelques pierres. Et t'oxygéner voilà. Un peu, quoi, vraiment changer d'air. C'est ça, penser à autre chose. Et c'est un copain qui m'a mis sur la voie. J'étais déjà très passionnée de nature. Et il m'a fait découvrir qu'il y avait des minéraux à trouver en France. Et donc, il y en a des beaux, on en parlera un petit peu après. Oui, oui, c'est sûr. Et en fait, c'est dans ces années-là que j'ai fait mes plus belles découvertes. Et c'est comme ça aussi que j'ai guéri. Voilà, ça m'a donné, je pense, un peu la force de m'en sortir, puisqu'il n'y avait pas de traitement, donc c'était un petit peu, c'était embêtant, quoi. C'est incroyable. Donc c'est l'air pur de la montagne. J'imagine que tu avais les pieds dans l'eau. Aussi, et puis des fois les pieds dans le noir, parce qu'il m'est arrivé même de me glisser dans quelques mines, plus quand j'étais au stade de je marche plus qu'avec une seule canne, mais oui, ça m'a vraiment permis de me remettre sur pied. Voilà. D'accord. Ouais, donc t'as goûté à ça grâce au fait que ça t'ait guéri, en fait, et puis après, t'as voulu en faire ton activité principale. Eh bien, oui. En fait, entre quelque chose. L'entre-deux, c'est que donc moi, j'étais sur l'extraction des minéraux, donc des cristaux, les pièces bien formées. Et je trouvais toujours dommage qu'on délaisse les parties qui étaient toujours très gemmes, très, très jolies. Mais bon, on pouvait rien en faire. Et donc, on mettait ça dans le jardin et je m'étais un peu lancé le défi d'en faire quelque chose. Donc, j'ai poli un petit peu avec un Dremel. Oui. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai voulu devenir lapidaire pour les valoriser, en fait.
D'accord. Et est-ce que tu as suivi une formation pour devenir lapidaire ou tu as un petit peu appris en fait en autodidacte J'ai un petit peu appris en autodidacte, en effet, et j'ai consolidé mes connaissances en passant une journée ou deux avec un lapidaire. Et puis, bon, entre différents lapidaires, on a toujours un peu de partage sur nos techniques. Lorsque je rencontre du monde sur les salons aux minéraux, on échange. Et bon, c'est quand même un métier qui est un peu en perdition en France, donc c'est important de pouvoir échanger, en fait. Oui, donc c'est vraiment par la pratique et puis oui. par la transmission quoi, des connaissances en direct. C'est ça, et vraiment de la pratique, oui. Oui, ça j'imagine, des heures de pratique. Voilà, c'est ça. Et donc t'as dû passer à autre chose que le Dremel pour faire des résultats un petit peu plus sympas. Oui, c'est ça. Alors au début, je faisais seulement donc un peu de polissage, et puis après j'ai voulu passer au facettage. Donc je me suis acheté une facetteuse. Donc je travaille sur une Omni Patriot, donc c'est une taille à l'américaine. Et c'est ce qui me paraissait le plus intuitif sur le départ, puisque bon, on pouvait trouver des diagrammes de taille. Et une fois qu'on avait compris le fonctionnement, même si je mettais longtemps à tailler les premières pierres, je m'appliquais à ce qu'elles soient parfaites. Et voilà. Et ça a bien marché. T'étais contente de tes premiers résultats? Oui, c'est sûr. J'en rêvais toutes les nuits. Je taillais la journée, je taillais pendant mes rêves. Donc comme ça. Ah oui. J'imagine. C'est la passion qui est née, quoi, en fait. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis bon, moi, je m'étais déjà fait une niche, on va dire, au sein du milieu de la minéralogie, puisqu'en tant qu'amatrice, prospectrice, je courais déjà les salons de minéralogie où j'avais déjà rencontré ce petit noyau. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est quand même assez fermé. Donc, oui. Donc voilà. Particulièrement en France, quoi. Enfin, je veux dire, si on reste sur un pays, il n'y a pas... Oui, c'est un petit monde, quoi. Et puis il y a beaucoup d'anciens, très peu de jeunes. Donc, enfin, c'est ce que je croyais. En faisant de plus gros salons, je me rends compte quand même il y a du monde assez jeune. Oui, il y a un engouement, mais il y a aussi, je pense, une envie des acheteurs et puis des créateurs d'avoir des matières locales. Donc j'imagine que ça vraiment c'est assez récent, en tout cas, ce besoin. C'est ça, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, j'aurais jamais imaginé que je ferais les choses comme je les fais aujourd'hui. Et c'est naturellement que je suis partie sur le créneau des matières locales et où je faisais tout de A à Z, entre guillemets. Oui. Parce que du coup, je vais trouver, je vais tailler, et puis maintenant, je pars aussi sur un créneau où je propose la création sur mesure de bijoux. Ah oui, c'est super complet, hein. C'est chouette. Oui. Donc là, par contre, je fais travailler, je sous-traite chez certains créateurs qui restent au cœur des volcans. Je veux vraiment que ça reste l'Auvergne. Voilà. Oui, c'est un beau programme. Et donc maintenant, tu as créé ton entreprise, c'est ça? Oui. Ça fait 3 ans. Ouais. Donc c'est Geologic Garden, c'est ça? C'est ça. Et donc là, quand tu dis que tu vas chercher les pierres, c'est souvent, on parle d'orpaillage, c'est ça? C'est le bon terme? Ou pas vraiment? Alors, l'orpaillage... Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tout ça, comment dire, les mots qui sont liés à ton activité? Alors, je taille pas seulement des pierres issues de l'eau, des rivières. Notamment, cette semaine, je suis retournée chercher des morceaux d'améthyste, donc aux abords de gisements où on en trouve. Et sinon, l'orpaillage, ça concerne l'or. Oui. Mais ça reste plus ou moins les mêmes techniques lorsqu'il s'agit de récolter des saphirs, par exemple, ou des péridots, des zircons. Donc on a évidemment les pieds dans l'eau, le joli waders. C'est quoi ça? C'est ce que portent les pêcheurs. C'est une sorte de salopette en caoutchouc pour être au sec, quoi.
Voilà, c'est ça. Parce que du coup, on va jusque plonger les épaules dans l'eau pour pelleter, hein, donc il faut rester à l'abri. Ouais, sauf que ça reste quand même assez physique, hein, comme. C'est très physique, oui, oui. C'est pas à l'époque où j'étais totalement en béquille Oui. que je pouvais faire ce genre de choses, par exemple. Oui, oui, oui. Donc il faut quand même avoir une certaine condition physique. Oui, oui, oui. Pour faire Et ça, puis, à côté de ça, je suis quand même très sportive, on va dire, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, qu'il y ait une partie de mon boulot qui soit physique, en fait. Oui. Mais justement, je me demandais, ton quotidien, il est un peu partagé les pieds dans l'eau, même si tu es un peu au sec. Oui. Et puis, ton atelier lapidaire, est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes journées ou tes semaines, comment tu vas faire ton programme ? Eh bien, je vais te développer le programme qui est en train de suivre Clarisse, qui est une de mes stagiaires pendant 2 semaines. C'est une étudiante qui prépare un mémoire sur les ombres et les lumières. Et ça fait 2 ans qu'elle me sollicite pour venir passer du temps avec moi. Donc, j'ai décidé de la prendre sous mon aile. Et donc, je me suis dit qu'on allait tout retracer de A à Z tel qu'est mon quotidien. Donc, elle a débuté cette semaine. Donc, lundi, on a commencé par aller chercher des pierres. Oui. Je lui ai expliqué un peu la géologie, comment on faisait des recherches, comment on prospectait, ensuite après comment on pouvait faire l'extraction. Après, on a étudié la gémologie, comment on sélectionnait les pierres, comment on pouvait prévoir le résultat de telle ou telle pierre, s'il valait mieux faire un cabochon, s'il valait mieux faire une pierre à facettes. Et puis, comment moi, j'entrevois le produit final, mes idées, par exemple, sur les créations de bijoux ou même d'objets uniques. Hein. Je suis pas seulement fermée aux bijoux. Après, elle va aussi voir toute la partie administrative, parce qu'elle peut se rendre compte que je passe aussi beaucoup de temps dans ma journée à être coupée par le téléphone. Oui. En vue de futurs projets, tout ce qui est de la comptabilité. Il y a pas mal de choses. On se rend pas compte comme ça, mais du coup, je peux pas passer le plus clair de mon temps à tailler non plus. Et puis, du coup, là, on a passé plusieurs journées où, là, on débute avec la taille à cabochon. À partir de lundi, là, elle fera de la taille à facettes. Et par exemple, cet après-midi, on va commencer. Elle va terminer ses cabochons d'hier. Donc là, je lui fais faire des plus petits. Elle a commencé avec des gros. Là, elle fait des petits cabochons de saphir étoilé, par exemple. Oui. On va aller récupérer une création joaillière qui est terminée. Comme ça, elle va rencontrer les bijoutiers. On va aller au passage chercher de nouveaux blocs, mais sur un autre gisement. Et on fera un dépôt de pierres chez un autre bijoutier pour d'autres créations. C'est super varié, ça a l'air génial. Enfin, c'est comme ça donne vraiment envie. En tout cas, moi j'aime ça. Elle a l'air d'aimer ça. Ouais, tant mieux. C'est des journées chronométrées. Hein. C'est vrai que ouais, quand même. Il y a beaucoup de choses. Par contre, elle a pu constater que les journées où j'essaie de me consacrer à la taille, je fais que ça parce que sinon, on n'est pas concentré et puis on n'avance pas. Mais du coup, elle se rend bien compte que je peux pas consacrer 5 jours sur 7 à la taille. Je vais plus passer les 3 jours. Et sans compter qu'à côté, j'ai de la commande de taille pour des pierres d'autres personnes. Donc, c'est de l'organisation constante. Voilà. Et donc, à peu près, juste comme ça, en proportion, c'est moitié-moitié de la prospection et de la taille ou c'est vraiment... Alors, la prospection, je dois admettre que c'est plus un loisir pour moi que les premières années où j'ai beaucoup prospecté m'ont permis de me constituer un stock assez énorme. D'accord. On va dire que je savais pas ce que j'allais en faire, mais je les ai gardés, je les ai collectés, toutes ces parties qui me plaisaient. Et aujourd'hui, ça me sert parce que je sais pas si j'arriverai à suivre
Donc de temps en temps, j'y vais. Il n'y a pas ce but derrière de devoir faire du stock absolument puisque j'ai ce qu'il faut sous le coude, mais il faut quand même que j'y aille parce que sinon je vais épuiser mon précédent stock. Donc. Oui, bon, c'est quand même rassurant. Ça veut dire que tu as quand même de l'avance, quoi. Tu as de l'avance et puis tu sais déjà ce que tu as. J'imagine, des choses variées et plein de matières variées. Oui, et puis là, je suis allée chercher quelques saphirs la semaine dernière. Je pense que je vais y retourner samedi après-midi. La propriété sur laquelle je ramasse ces pierres, je file des coups de main aux paysans. Là, en l'occurrence, je les forme à l'extraction de leurs propres pierres. Ah oui, c'est rigolo. Ça leur fait une double casquette, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, ça leur fait plaisir, en fait, d'apprendre. Oui. Donc, c'est du temps, comment dire. On n'est pas sur la rentabilité, pour le coup. Voilà. Oui, ça c'est sûr on n'est pas dans de l'industrialisation, c'est vraiment de l'artisanat et de la pièce unique, on va dire, enfin des pierres. C'est ça. Et puis du coup, quelque part, chaque pierre a son histoire. Oui. Et puis c'est vraiment chouette en fait de pouvoir partager ce moment avec quelqu'un et de pas être à l'usine, oui, comme tu dis. Ouais. Bah justement, comme tu me dis là, chaque pierre a son histoire. Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous parler vraiment plus particulièrement d'une pierre, peut-être la plus belle pierre que tu as trouvée et dont tu es la plus fière, on va dire. Je sais, j'imagine, il doit y en avoir plein, mais puis un peu dans quelles circonstances ça s'est passé, quoi. Est-ce que tu avais, je sais pas, tu vois, quelque chose en tête et puis t'es parti à la recherche et puis t'as trouvé, ou finalement c'était plutôt un accident? Alors, ce sera pas sur la plus belle pierre, puisque il peut y avoir la plus grosse, la plus brillante. Enfin, je peux en avoir plusieurs en tête. Par contre, il y a une histoire qui me plaît. Oui. C'était pendant le confinement. Moi, j'habitais donc au cœur des gisements d'améthyste. On avait pu recenser une 40aine de filons autour de la maison pour dire. Ah oui. Donc voilà, on pouvait quadriller. Il y avait ce qu'il fallait. Il y avait de quoi s'occuper pendant le confinement, quoi. C'est ça. Et en fait, vraiment à moins d'1 kilomètre de la maison, lors d'une balade, il y avait un arbre qui était tombé. Et celui-ci avait pris racine dans une poche d'améthyste d'un filon qu'on n'avait encore jamais découvert. Et quand un arbre tombe, qu'est-ce que fait tout prospecteur? Il va jeter un œil, voir s'il n'y a pas des petits indices qui auraient été sortis de la terre. Oui. Et en fait, il avait extrait la poche, mais une poche juste incroyable. Il y avait des pièces, je sais pas, pour les plus grosses, qui devaient faire 20-25 cm par 20-25 cm. Et une améthyste d'une brillance. Je pense que oui, c'est l'améthyste la plus brillante qu'on ait jamais trouvée. Waouh. Ouais, c'est dingue. Ah oui. Et du coup, on l'avait appelée la poche du confinement. Et je me rappelle, on était juste en prospection, en balade, donc on n'avait pas tout le matériel pour des sacs à dos pour ramasser ces morceaux. Et j'ai parcouru 2-3 chemins, les bois, et j'ai trouvé un ancien seau de laiterie perdu au fond d'un ravin que j'ai remonté. Et puis on mettait les pièces, on les emballait comme on pouvait pour en ramener déjà quelques-unes pour voir une fois la terre enlevée ce qu'elle pouvait donner. Mais bon, on se doutait du potentiel. Hein. Et ouais, c'était super. Bon, alors là, le lendemain, on y est retourné, on était super contents. Hein. J'imagine, ouais. Enfin non, j'imagine même pas, à vrai dire, parce que c'est tellement incroyable. Oui, c'était le confinement, tout le monde était bloqué. Bon, c'est vrai qu'on avait la chance, nous, d'habiter pratiquement au milieu des bois. Oui. Donc c'est avec mon ex-compagnon. Hein. Et c'est vrai qu'on a vraiment fait de très belles découvertes dans ce secteur. Et voilà, et pendant que d'autres étaient enfermés, les pauvres, une fois par jour, on pouvait aller récupérer un peu plus de stock. Et d'ailleurs, c'est pendant le confinement que j'ai fini par décider de créer mon entreprise. Suite à ces découvertes Ça a commencé à faire plus d'une découverte assez importante. Et puis, on avait déjà quelques pièces précédemment trouvées qui étaient dans des musées. On connaissait suffisamment de monde dans le milieu. On s'était un petit peu fait connaître et bon, on savait que ça pouvait être le moment de créer quelque chose.
je savais que je pouvais en vivre en fait. Donc c'est vrai que ça a pas été la difficulté de pas savoir où on va. C'est super. Enfin, c'est vraiment super. C'est comme un signe, quoi. Cet arbre tombé, ces pierres, ces magnifiques améthystes que tu trouves. Oui, je pense que ça a été le facteur déclenchant, ouais. Bon, bah, c'est une super histoire. Je te remercie de nous l'avoir partagé. Est-ce que ces améthystes, t'as décidé de les tailler ou celles que t'as trouvées dans la poche, la fameuse poche Covid, ou finalement tu les as gardées brutes? Pour les très beaux spécimens bruts, il y en a qui ont fini chez des collectionneurs d'améthystes. Il y en a qui sont restés dans la collection. Et puis, comme toujours, alors il y avait beaucoup de flottants dans cette poche, donc qui sont cristallisés de partout, qui ont aucun point d'accroche. Oui. Donc c'est des cristaux qui flottent dans la poche. D'accord. Et puis il y en a certains qui étaient un peu abîmés et très très gemmes. Donc oui, ça fait partie des pochons que j'ai dans mon stock de brut pour la taille. J'en ai. Ça fait partie des pierres d'avance dont tu parlais, quoi. C'est ça. Et du coup, pour chaque gisement, il y a le nom du gisement dessus. Et donc, oui, quelque part, chaque fois que je taille telle ou telle améthyste, je sais d'où elle provient. Et pour chacun des gisements, quelque part, j'ai une histoire. Donc, ouais, c'est... Ah, c'est super. Après, ouais, quand on parle avec les clients, les créateurs, j'imagine que tu peux vraiment parler de chaque pierre, chaque gisement, l'histoire. Oui. Donc ça donne une valeur incroyable, vraiment beaucoup plus élevée. Ah oui, absolument. Et puis en fonction de ce que recherche le client, je sais adapter, je sais quoi lui proposer en fait. Oui. Je te propose de passer un petit peu à cette dernière partie de l'entretien, parce qu'on parle de pierre, mais sans vraiment complètement en parler là. Donc, oui. Donc peut-être on peut aborder un peu plus les pierres. Et peut-être pour commencer, mais vraiment bien avant cette activité, je ne sais pas si tu as toujours été en Auvergne d'ailleurs, mais est-ce que tu as des souvenirs d'enfance qui sont liés aux pierres? Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie ou plutôt c'est arrivé là, en fait, assez récemment? Alors, moi j'ai toujours été branchée nature, donc je passais beaucoup de temps dans les bois, à me promener, faire des randonnées. J'étudiais beaucoup, je faisais beaucoup d'entomologie. J'adorais les insectes, j'en ai élevé pas mal. Des fourmilières, des escargots, même des escargots géants, des choses un peu atypiques. Et des pierres, alors j'avais quelques pierres à la maison, mais je rentrais pas plus dans le sujet, hein, jusqu'à ce qu'on me dise tiens, on peut trouver des pierres en France, et que du coup je me suis penchée sur le sujet et qu'on a appris à les trouver. Ouais. Et qu'on a rencontré des gens dans des associations, etc. Et d'année en année, en fait, on enrichit son savoir. Mais oui, très 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 jeune, je me rappelle être dans la nature, être proche de ces pierres, mais j'ai eu un regard différent que il y a quelques années, à peu près en 2015. Oui. Et donc là, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, vraiment plus précisément, quelles sont les pierres qu'on peut trouver en Auvergne, les pierres gemmes, on va dire? Alors, sans faire trop de géologie, je veux dire. Hein, oui. On a beaucoup de quartz, donc après des quartz fumés, du quartz, on a donc la fameuse améthyste, qui est quand même très connue chez nous. La fluorite. Oui. J'en taille de plus en plus pour les collectionneurs, puisque pour la bijouterie, c'est quand même très fragile. Oui. Après, il y a la barite. D'ailleurs, j'habite un village où il y a des mines de barite, donc elles ont plusieurs cristallisations différentes dans le secteur. C'est assez intéressant. Ouais. Après, il y a donc tout ce qui est, ça c'est plus ce qui est minéraux alluvionnaires, donc saphir, péridot, zircon. C'est vrai que les saphirs, c'est quand même ce qui met. Alors j'essaie de mettre le reste en avant, mais c'est quand même ce qui m'est le plus demandé, et c'est un peu avec quoi j'ai réussi à me faire un nom. Donc on peut pas le mettre au second plan.
Oui, bah c'est quand même superbe quoi d'avoir des saphirs. C'est vraiment des belles pierres. En plus là, il y en a beaucoup avec des pléochroïsmes, des couleurs différentes qui sont assez. C'est sûr. Et puis j'en ai même trouvé des roses. Ah ouais. Des saphirs roses. C'est super chouette. Hein. Vraiment. Ouais, non, c'est beau. Donc là, et parmi ces pierres, un peu, les plus courantes, donc tu as dit, et puis quelles sont celles qui seront un peu plus rares, tout en restant des pierres connues, hein? Par chez nous, c'est connu. Alors ça l'est peut-être moins en France, mais ça a été un des premiers. Ça a fait partie de mes premières prospections. C'est un gisement qui fournit des escargots opalisés, qu'on appelle la lucatite. C'est de l'opale CT. Ouais. Okay. Et c'est le seul endroit au monde où on en trouve. Et c'est à côté de Clermont-Ferrand. Et donc, ça fait des escargots bleus. Ils sont épigénisés en opale. C'est iridescent un petit peu? Non, pas du tout. C'est bleu laiteux, bleu ciel. Bleu ciel, bleu laiteux, d'accord. Comme de l'opale commune, en fait, l'opale bleue. On pourrait presque dire de la calcédoine, hein, puisque. D'accord, ouais. Un bleu ciel. Donc, c'est magnifique. Hein. Ouais, ça doit être beau. Et très exceptionnellement, on a pu trouver des limnés ou des planorbes aussi en lucatite. Donc là, c'est quand même un gisement rare et unique au monde. Donc ça, c'est pas mal aussi en Auvergne. ouais, non, mais je connaissais pas. À vrai dire, je connaissais pas. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont découvrir aussi. Et donc là, ça, tu les tailles ou? Il m'arrive alors j'en ai mis de côté, pareil, hein, des morceaux qui sont plutôt gemmes. J'en ai déjà taillé une ou deux. Et oui, ça rend bien. Hein. Bon, après, c'est quand même un peu plus compliqué à tailler qu'une améthyste, bien sûr. Mais il faudrait que ça fait partie des projets que j'ai. Je voudrais les mettre un peu plus en avant. C'est sympa. D'accord. Il m'est arrivé de faire un peu de rubis aussi en Auvergne. Ah. On a de très jolis rubis, corindons, on va dire, sur de la pargasite. Donc, il y a un beau contraste un peu fuchsia sur vert. C'est très joli. C'est des pièces pour la systématique, on va dire, pour les collectionneurs, mais une fois polies, ça rend bien aussi. Oui. Donc voilà, après, on a des agates, franchement, on a pas mal de minéraux différents de par l'activité volcanique qui est présente. Hein. Donc, et même en fossile, ça reste un petit peu chargé. Bon, on n'a pas de dinosaures, mais bon. On pourrait, mais bon. Oui, merci d'avoir partagé tout ça, Alexandra. De rien. Je crois qu'on va finir cet entretien. Et pour finir, je voudrais te demander est-ce que tu aurais peut-être un livre à recommander aux auditeurs qui te plaît particulièrement. Je ne sais pas si tu es trop au livre, mais bon, un livre, soit un beau livre ou soit un livre qui, pour l'apprentissage de la taille des pierres ou lié à l'orpaillage, la prospection. Alors, premièrement, je suis abonnée au Règne minéral. Et ça, c'est pas mal parce que pour moi qui aime cumuler différents gisements, aller à la recherche, les articles sont sympas. Ils se donnent du mal pour toujours renouveler donc différents thèmes. Ouais. C'est vrai qu'il y a un hors-série, je crois, spécial sur les saphirs. Oui. Ouais. Et vous en avez un aussi sur la lucatite, sur les élixres Ramondi. D'accord. Donc voilà. Après, vous avez le manuel de lapidarerie, qui est un vieux bouquin qui est vraiment top pour apprendre, on va dire en autodidacte. C'est une super base. Ok. Et voilà. Non, c'est bien déjà. Après, oui, ce que j'allais dire, c'est que je lis beaucoup de choses qui seront plus sur le développement personnel. Si tu as un petit livre de développement personnel que tu veux partager, je pense que ça peut parler à d'autres personnes aussi. Eh bien, un livre qui m'a beaucoup plu récemment, c'est L'effet cumulé. Voilà. D'accord.
Je connais pas du tout. Pour moi, ça parle beaucoup, puisque j'essaie d'appliquer toujours plus de rigueur et de discipline dans ce que je fais. Et l'effet cumulé, eh bien, si vous cumulez beaucoup de choses, c'est les habitudes en fait. Si vous développez beaucoup de bonnes habitudes, ça vous amène vers du plus. Et puis, si vous vous laissez aller, ça vous nivelle vers le bas. Et vraiment, c'est l'effet cumulé des actions en fait qui font la réussite. On n'a pas tout du jour au lendemain. Et voilà, je pense que c'est important d'adopter de la rigueur dans tout ce qu'on fait. Ouais, c'est une belle leçon de vie. C'est aussi pour découvrir un petit peu, être ouvert, curieux. J'imagine que c'est un peu ça. Oui, faut pas baisser les bras. Et voilà. Je te remercie, Alexandra. Et donc, on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Et ouais, merci encore vraiment pour tous ces partages. Ça nous donne, moi personnellement, ça me donne envie d'aller en Auvergne, ça c'est sûr. C'est super. Et c'est souvent le retour qu'on me fait, c'est que il y a des personnes qui se retrouvent d'une part dans mon parcours, et puis apparemment je leur donne envie de faire un peu la même chose. Et ça, c'est la meilleure récompense en fait. Ouais. À toutes les personnes qui sont intéressées par te contacter, je laisserai tes coordonnées, l'Instagram en lien de l'épisode. Merci. Et comme ça, ils pourront échanger avec toi. Avec plaisir. Eh bien, je te dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles, ça permettra d'améliorer sa visibilité. Pour en savoir plus sur les pierres-gemmes, je propose des formations 100% en ligne à suivre en autodidacte ou bien en accompagnement individuel. Ce serait comme avoir un gémologue avec vous à la maison. Ça vous dirait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.